une quelconque forme de peur, d'intimidation, malgré les forts dangers auxquels nous étions confrontés. Nous continuerons à le faire, encore une fois, que ce soit auprès d'Ousmane Sonko ou des nombreuses personnes qui luttent à travers le monde et que nous avons eu l'honneur et le privilège de défendre, de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, dont je rappelle qu'il est encore enfermé dans une prison antiterroriste après des années de persécution par les États-Unis, qui a fait l'objet de cavales similaires à celle qu'a subie Ousmane Sonko, et qui n'a eu pour seul tort que de rendre publiques des informations d'intérêt général concernant des crimes commis par des pouvoirs occidentaux. J'ai eu son sort à l'esprit très souvent au cours de ces jours, où j'ai été arrêté, placé en garde à vue, d'abord en Mauritanie, puis enlevé, transféré à Dakar, et dans les jours précédents, parce que j'avais conscience du risque du piège qui me serait tendu. J'avais souvenir, de façon précise, que le mandat d'arrêt international, dont on n'est pas certain de son existence réelle, qui avait été annoncé par le procureur de Dakar, avait été précédé 48 heures avant d'un signalement du Quai d'Orsay aux autorités judiciaires françaises. Et nous avions la conscience d'une potentielle instrumentalisation de cette situation à des fins politiques, politiciennes, dans mon pays, en France, et de l'instrumentalisation de l'instance judiciaire, non plus seulement à Dakar, au Sénégal, mais également en France. Et dans ces conditions-là, il m'apparaît important de rappeler l'universalité de la lutte à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, et de l'importance partout de veiller au respect des principes que nous énonçons, parce qu'il en va de la souveraineté des peuples, de leur capacité à défendre leur bonheur et leur droit à la souveraineté et à l'intégrité, et parce qu'il en va potentiellement de notre destin à tous. Les juges auxquels j'ai été confronté à Dakar, les magistrats, pourront demain faire l'objet de cabales similaires à celles que nous avons subies en tant qu'avocats. Il faut qu'ils en aient conscience. Si notre Europe ne nous protège pas, si la fonction de journaliste, si le mandat, parce qu'il y a de nombreux maires qui sont aujourd'hui détenus à Dakar, démocratiques, si ce mandat démocratique ne protège pas, eh bien, c'est l'ensemble des corps intermédiaires, comme on les appelle, qui sont exposés. Alors, quelque part, c'est bien, parce que ça leur permet de vivre avec la peur que connaissent les simples citoyens, entre guillemets, de se rendre compte de cette vulnérabilité, de ne pas se sentir protégé, mais de l'autre côté, évidemment, ça fragilise l'ensemble des institutions et donc la stabilité du pays. Il faut prendre garde, à force de vouloir préserver à toute fin notre influence, la sorte de cohésion artificielle que les régimes autoritaires permettent sur un territoire donné de mettre en œuvre, de ne pas nourrir, de ne pas mettre en germe la violence, voire la guerre civile. Parce que la décomposition des territoires et des États de la sous-région est encore envisageable, avec des conséquences catastrophiques qui pourraient émerger. Et il ne faut pas oublier que le phénomène djihadiste est nourri par des logiques de concurrence étatique, est nourri par le système tel qu'il existe aujourd'hui, et tel qu'il est maintenu artificiellement sous respiration artificielle par nos régimes politiques. Il y a vraiment une réflexion à avoir de fond là sur ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Niger de façon coagulée, et évidemment s'influençant mutuellement. La position de la France, des États occidentaux au Sénégal, est influencée par ce qui se passe au Niger, est influencée de façon générale par les changements politiques qui sont intervenus au Burkina, au Mali, qui s'installent, s'enracinent au Centrafrique, et la peur que cela suscite en nos gouvernants, sauf que cela peut amener à des mauvais choix, à des erreurs, voire à des qui auront des conséquences potentiellement catastrophiques pour les peuples qui seront pris en otage de ces luttes d'influence. Il faut sortir justement de cette dynamique qui consiste à favoriser un tel régime ou un autre sur le fondement de lutte d'influence géopolitique. Il faut renouer avec une forme de coopération et d'engagement avec et pour les peuples. La politique diplomatique de la France, si elle souhaite retrouver son influence, doit s'adresser directement aux populations, doit mettre en place des politiques d'investissement, d'éducation, de formation, d'échanges culturels à égalité, dans les deux sens, qui touchent directement les populations. C'est la seule façon pour la France de recouvrer une forme de respect, une forme d'écoute au sein de populations qui n'en peuvent plus de ces jeux de pillage, d'influence et de tricherie mutuelle.
Sauf que, et c'est la seule incise politique, peut-être que je vais me permettre par rapport à la situation en France, on a l'impression que notre gouvernement ici est tout aussi aveugle aux aspirations de son peuple souverain qu'à Dakar. Et c'est ce qui explique probablement que la parole que je porte au nom d'Ousmane Sonko ait cette influence à Dakar, et qu'à l'inverse, la lutte du peuple sénégalais ait cet écho en France au sein d'un certain nombre de mouvements, et notamment les Gilets jaunes. Il y a une identité mutuelle qui s'est créée. On a l'impression d'être confronté à des problématiques similaires. Ces problématiques semblent identiquement ignorées par nos gouvernements sur les deux territoires, avec des gestions et des formes de violence qui sont certes différentes, à la fois en termes d'intensité et d'organisation, mais qui trouvent aussi des échos communs. Et c'est encore une fois, du coup, à l'horizontale et de façon très humble et très admirative que je me suis engagé pour porter cette parole d'Ousmane en son nom, avec un respect et une admiration qui ne sont pas feintes. Il nous apprend beaucoup, et le peuple sénégalais nous apprend beaucoup à travers lui. J'avais le privilège d'échanger quotidiennement avec M. Sonko jusqu'à son arrestation. Et c'est là aussi, à mon avis, une conscience de la part du pouvoir sénégalais, c'est-à-dire l'importance du lien que nous avons formé, qui peut-être est plus puissant encore que celui qui naturellement se forme entre un avocat et son client dans le cadre d'une affaire pénale particulière. Et c'est probablement ce à quoi le gouvernement sénégalais, mais probablement aussi mon gouvernement, souhaitait s'attaquer pendant cette période. J'appelle encore une fois à un changement d'attitude, non de façon belliqueuse ou provocante, non pour défier que ce soit Macky Sall ou l'Élysée, mais leur demander de prendre conscience qu'ils sont rentrés dans une dérive, qu'ils sont allés trop loin, parce que le soutien que j'ai eu l'honneur de recevoir pendant cette période, provenant de toute famille politique, de personnes qui se sont opposées férocement à moi ces dernières années, qui m'ont déconsidéré pour de nombreuses raisons, est significatif, non pas de ma valeur, mais au contraire de la gravité de la transaction qui a été commise par les personnes qui nous font face. Et c'est pour défendre un certain nombre de valeurs que ces personnes ont décidé de me défendre moi. J'en ai pleinement conscience, et je salue leur capacité à avoir dépassé nos différends pour s'engager de cette façon. Merci beaucoup, Fact-Check Sénégal.info. Alors, maître, il y a certaines questions que beaucoup de Sénégalais se posent. Vous êtes arrivé au Sénégal en passant par la Gambie, selon des informations venant du ministère de l'Intérieur sénégalais. Vous êtes arrivé à Dakar, vous avez assisté à la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko. Vous avez fait un discours, un texte de 10 minutes. Vous êtes reparti illico presto vite et bien embarqué dans un véhicule. Vous avez tenté de quitter le Sénégal passant par une pirogue, le fleuve Sénégal, arrivé en Mauritanie, interpellé et réuni aux autorités sénégalaises à la vie. Maître, pourquoi vous n'avez pas voulu rester sur place après votre conférence presse et défier les autorités sénégalaises et dire venez me prendre? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous avez préféré partir en fuite et vous savez que c'est pas possible, c'est pas facile et c'est risqué, la pirogue, la mer, l'océan. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Sénégalais et au monde entier qui ont suivi cet événement? Que si on le regarde objectivement, avec un peu de distance, tous les éléments, qu'ils soient vrais ou faux, que vous avez énoncés, deviennent insignifiants si on regarde la situation dans son ensemble, encore une fois, du Sénégal, et le caractère massif des violations des droits fondamentaux du peuple sénégalais et du nombre de personnes qui les subissent aujourd'hui, et des conséquences potentielles que cela peut avoir pour le destin de millions de personnes. Et c'est, à mon avis, de cela et de cela seul dont il faut parler, et non pas faire nourrir la chronique du spectacle, du scandale,
Si l'on s'est attaqué à moi de cette façon, imaginez-vous ce qui arrive au quotidien pour des millions de Sénégalais qui ne bénéficient pas des protections qui sont les miennes. Voilà la seule chose qui compte aujourd'hui, exposer la situation actuelle dans ce pays, en sachant qu'à travers cette lutte, bien d'autres s'en nourriront et qu'elle permettra par répercussion, comme je l'ai dit quand j'étais à Dakar, de la Guadeloupe à la prison d'El Marche, en passant par bien d'autres peuples et bien d'autres personnes en lutte, de mettre en avant leur situation et ce que cela en coûte, y compris dans des régimes d'apparence démocratique, de tenir droit, de ne pas plier et de se maintenir fier à ces principes, quel que soit le coût, quels que soient les risques pour le faire. Si ce qui m'est arrivé peut servir d'exemple, et si l'on cherche à salir de différentes façons ce que j'ai fait, c'est justement pour éviter que cela serve d'exemple. C'est justement pour décourager les personnes qui pourraient se sentir inspirées par ce geste, par cet engagement et par ce courage. Donc je refuse de rentrer dans à la fois cette mise en scène potentielle de ce qui s'est passé et dans le débat que l'on chercherait à créer sur les conditions. Ce qui a été fait, c'est très clair. Je suis venu au Sénégal défendre un homme parce que cet homme me l'avait demandé. Je l'ai fait en respect des principes fondamentaux de ma profession, des lois et des règlements. On a voulu me le faire payer cher et tout un monde s'est levé pour l'empêcher. Et cela seul qui doit être rappelé. Oui, je souhaiterais rebondir là-dessus pour dire qu'effectivement, de ce qui est arrivé à notre confrère, je me répète, puisque c'est quand même important, de ce qui lui est arrivé, moi je pense qu'il faut retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les difficultés que rencontrent les avocats pour exercer leur métier lorsqu'il s'agit de la défense de M. Ousmane Sonko et de toutes les victimes de la répression militaire au Sénégal ces derniers temps. Parce que mon confrère n'est pas allé au Sénégal pour faire du tourisme. Il est allé là-bas en qualité d'avocat pour assurer la défense des intérêts de ses clients et de notre client commun. Je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faudrait retenir. Et il y a une première, c'est même pas une tentative, puisque moi je me suis rendu au Sénégal, j'étais présent à l'audience correctionnelle dans le cadre de l'affaire de la diffamation. Il devait être là aussi. Bon, j'ai eu la chance d'arriver l'avant-veille, mais si j'étais dans le même avion que lui, peut-être j'aurais été aussi reconduit aux frontières. Il a été reconduit aux frontières alors qu'il assure la défense d'un individu qui est resté, je pense qu'il faut le rappeler, 56 jours, ça on le dit rarement. Ousmane Sonko est resté séquestré chez lui 56 jours sans recevoir la visite de ses avocats. Les avocats ont été empêchés de tout contact avec leurs clients. Ça, c'est quand même inimaginable. Et puis là, on reproche à l'avocat d'avoir trouvé des moyens légaux pour se rendre au Sénégal. Il n'est pas passé par l'aéroport international de Dakar, mais il est passé par d'autres voies légales pour entrer au Sénégal. On lui reproche de ça. Bon, donc moi je pense qu'effectivement, bon, ça, dans d'autres circonstances, on aura peut-être, si cela s'avère utile, de parler des circonstances de son arrivée, pourquoi il est passé par la voie maritime, ou bien la voie terrestre, ou bien la voie aérienne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est allé au Sénégal, non pas pour faire du tourisme, mais pour, dans le cadre de l'exercice de son métier d'avocat pour assurer la défense. Nous savons qu'au Sénégal, lorsqu'il s'agit de la défense de M. Sonko, c'est risqué. La preuve, il y a des confrères qui sont sur place, qui font l'objet des poursuites judiciaires, qui font l'objet des mesures disciplinaires. Il y a certains qui ont été suspendus. Et il y a un harcèlement qui est exercé. Donc voilà, c'est dans ces circonstances que notre confrère s'est rendu sur place. Alors, une question. Khalid Maramoudia, Dakar Matin, et le Zemmour. Vous avez fait quelques jours la prison. Aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, un droit de l'homiste. Aujourd'hui, dans les prisons sénégalaises, il y a beaucoup de citoyens qui sont embastillés.
est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles, parce que le plus souvent, les prisonniers, quand ils bénéficient d'une liberté provisoire ou d'une liberté totale, ils ont des séquelles. Est-ce que les quelques jours où vous avez visité en prison, vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles les prisons sénégalais, dans quel état elles se trouvent? J'ai dormi aux côtés de corps torturés, de corps qui portaient la trace de lourdes tortures. Il est très important que cela soit su. Des cicatrices liées à des violences policières qui n'étaient pas exceptionnelles. J'ai vu des corps qui ont été traversés par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre des photographies, des preuves documentaires qui ont été adressées à Conflans International et aux juridictions françaises. Je les ai vus de mes propres yeux, entassés par centaines, dans des conditions inhumaines, inimaginables, dans lesquelles des individus ne peuvent se déplacer, faute d'espace, pour aller uriner, sont obligés de faire leurs besoins sur place, souillent et entachent ceux qui sont à leur côté, et restent pendant des heures dans cette position, sans pouvoir s'allonger, s'écarter, ou tout simplement circuler. Cette situation, elle est le fruit direct des choix politiques qui ont été faits par le régime actuel. Parce que cette surpopulation carcérale massive, on parle, encore une fois, je le répète, d'une prison construite pour 600 détenus, qui en accueille 3000. 3000. Cette situation, elle est le fruit du choix d'une répression féroce, massive, utilisant la justice pour éliminer les adversaires politiques. Les adversaires politiques à toutes les échelles. Il y avait à mes côtés des individus qui ont été placés en détention provisoire par des magistrats sur ordre direct du président de la République, parce qu'ils s'étaient sentis offensés d'une comparaison qu'ils avaient pu faire sur un post sur Facebook. C'est important de l'entendre. Ces hommes, c'est des pères de famille, cet homme en particulier, Mohamed Bilal Diop, est placé en détention provisoire, sans jugement, depuis plus de 4 mois, pas de casier judiciaire, maire d'une commune. Il continue d'ailleurs à exercer depuis la prison de son mandat, comme il le peut. Et donc je veux encore une fois que ces mots traversent les murs de ces prisons et les fassent rugir. Eux qui sont détenus dans une situation où ils pourraient se croire oubliés, sans espoir, ou abandonnés par des personnes qui, l'ayant traversé éphémèrement comme c'est le cas, en seraient sortis et préféreraient tourner la page et ne plus jamais les regarder. C'est l'inverse qui va se produire. Ils ont commis l'erreur fondamentale de me faire voir ce qui ne saurait être vu, parce qu'encore une fois, même mes confrères n'ont pas accès aux chambres de détention, qui sont évidemment retenues au niveau des parloirs, donc ils entendent ce que leur dit. Mais moi, je me suis retrouvé au milieu de ces personnes, de leurs espoirs, de leurs craintes, et c'est ce qui m'a amené à demander à Ousmane Sonko d'arrêter sa garde à vue, sa grève de la faim, parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de cet espoir qu'il représente, parce que cet espoir, c'est tout simplement celui de retrouver une vie normale, de sortir de cet enfer. Il faut aussi que les personnes qui se rendent au Sénégal pour faire du tourisme, pour retrouver les leurs, aient conscience qu'à quelques pas de là, sur la corniche de Dakar, au centre de la capitale, des milliers d'êtres humains sont entassés comme de la volaille, parce qu'ils ont osé penser, lutter, militer. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser, parce que c'est important pour l'avenir, les conditions auxquelles votre contrôle judiciaire sont assortis? Exactement. Pour des raisons diverses, je préfère ne pas parler du fond de cette affaire. À mon sens, politique qui a tenté de renouveler le régime à l'égard de son principal opposant. Et donc, commenter le fond de cette affaire, ce serait rentrer dans le piège
de cette dialectique, c'est de la même façon le fruit. Et d'ailleurs, quelque part, heureusement, il y a des poursuites qui subissaient. Aujourd'hui, M. Sonko, il n'y a pas besoin de supputer à cet égard, c'est assumé par le pouvoir et poursuivi pour des raisons politiques. Donc, des infractions pour lesquelles il est placé en détention provisoire sont politiques par nature. Enfin, bien sûr. Dans une forme de vérité et de défense des intérêts populaires qui, à l'époque, était désintéressé au sens politique du terme. Il ne cherchait pas à se faire élire, il dénonce quelque chose, il est ravi de la fonction publique, et au lieu de se taire, de s'écraser, il prouve les choses. C'est très bien. Eh bien, non, aujourd'hui, on en arrive à la situation qui fait qu'on cherche à le faire payer par des peines qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité, cet engagement-là. Ça, c'est important aussi qu'on le sache, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que plus vous accroissez le coût de l'engagement politique dans une société, moins sa vitalité démocratique est possible, pas seulement à l'égard de la personne que vous sanctionnez, mais à l'égard de tous les autres qui se sentent intimidés. Ça, c'est important. Que quoi que vous pensiez des positions d'Ousmane Sonko, vous êtes en train de détruire l'édifice démocratique d'un pays en acceptant sa persécution. Et le deuxième point, c'est tout simplement que c'est moralement peu acceptable, en fait, de se retrouver dans une situation comme celle-ci où le pouvoir utilise des instruments qui sont faits pour défendre l'intérêt général, les intérêts d'une population, pour se maintenir au pouvoir et procéder à la défense de ses intérêts. Donc, dans ces circonstances, le défendre, encore une fois, c'est bien au-delà de ce que l'on peut penser de l'individu ou pas, c'est tout simplement s'engager pour des principes qui me semblent assez fondamentaux et qui, encore une fois, ont une résonance directe avec des luttes qui sont menées, y compris dans ce pays, et qui affectent aussi, par ailleurs, d'un point de vue de la raison d'État, les intérêts profonds de ce pays. Maître, nous savons tous qu'un serial killer, un pédophile, même un nazi qu'on aurait attrapé ou le droit à une défense. Aujourd'hui, même les avocats sénégalais n'ont pas accès à Ousmane Sonko. Vous pensez personnellement, est-ce que c'est par rapport à la plainte de la CPI ou de votre premier tweet que cette animosité est excessive? Ousmane Sonko m'a appris à ne pas spéculer sur les intentions de l'adversaire. C'est quelque chose qu'il me dit à chaque fois qu'on échange. Il me dit pourquoi ils font ça. Si on commence à se perdre dans des spéculations, ils ont déjà gagné. C'est-à-dire qu'on devient prisonnier d'hypothèses qui peuvent être vérifiées ou pas. Donc en fait, qu'importe le pourquoi, ils l'ont fait. Ils agissent de telle façon, et nous réagissons, nous nous défendons, et nous essayons de nous adapter afin de s'assurer que ces stratagèmes et ces tactiques ne soient pas appliquées. Ousmane Sonko est dans une position où il peut surtout ne pas s'adresser au peuple sénégalais, il ne peut pas préparer lui-même sa peut-être probable élection, que ce soit par lui-même ou par un tiers, puisque ce sera finalement ce qui interviendra si jamais on l'empêche de se présenter directement. Le peuple sénégalais choisira quelqu'un qui agira en son nom jusqu'à ce que justement se règle cette situation. En toutes circonstances, je pense que c'est au détriment de l'ensemble du peuple sénégalais. Maître, vous étiez à Dakar, certainement vous avez rencontré des concitoyens. Quel est le mot qui revenait le plus quand ils vous rencontraient? J'ai pleuré d'émotion. J'ai pleuré d'émotion à de nombreuses reprises, et c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai pleuré, quand ils m'ont témoigné de leur estime et de leur soutien. Quand un des co-détenus m'a dit qu'il avait pleuré pendant la conférence de presse que nous avions donnée à Dakar, et que de façon générale, on m'a dit que cela leur avait redonné de l'espoir, du courage et de l'envie de se battre. J'ai, y compris dans les fourgons qui me trimballaient d'un lieu à l'autre, vu des visages qui se rapprochaient du mien, qui m'envoyaient des signes. Et j'ai vu en sortant de la prison de Dakar, lors d'une de mes extractions, la prison rugir de soutien. Et c'est donc le point levé que je suis sorti accompagné de
de leurs cris, qui sont des cris d'espérance, parce que ce sont des personnes que l'on prive de leur droit à la parole, et qui ont trouvé en moi un allié, une personne qui permette ponctuellement de pallier aux impossibilités qui sont faites à leurs représentants de défendre leur parole. Aujourd'hui, c'est moi. Si ma détention s'était poursuivie, cela aurait été quelqu'un d'autre. Et dans cette course de relais que nous maintiendrons, eh bien tout simplement la liberté et la souveraineté. Pensez-vous que... Attendez, pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas posé de question pour l'instant. Maître, bonjour. J'aimerais poser une question qui presse. J'aimerais poser une question qui pourrait faire espérer le Sénégal. J'aimerais de votre bouche une réponse sincère, concise et précise. J'aimerais savoir, maître, comment vous allez laisser ce peuple debout ou se coucher? C'est ça ma question. Merci beaucoup. On va finir peut-être sur ce point. Je vais répéter en fait ce qui a déjà été dit. Le peuple sénégalais nous a donné un exemple et continue de le faire en se levant massivement pour défendre l'honneur dans un premier temps, puis la liberté d'un homme, parce qu'ils avaient conscience que cette lutte était celle qui permettrait de garantir la défense de leurs intérêts et leur souveraineté. Ils l'ont fait aux côtés et pour un homme qui lui-même refuse une quelconque compromission, que ce soit avec des régimes étrangers ou que ce soit avec d'autres forces politiques dans des cadres des accords corruptifs que met en place régulièrement le régime pour réintégrer un certain nombre d'opposants politiques tout en conditionnant leur opposition et en conséquence en la restreignant. Ousmane Sonko a tenu droit. Il n'a rien léché, il n'a rien concédé. Et c'est pour lui rendre hommage et en réponse à cette force que le peuple sénégalais s'est levé et le monde entier doit regarder avec admiration cette force qui aujourd'hui fait encore tenir debout des milliers de détenus politiques dans des conditions inhumaines, propres des pires dictatures qui aient jamais existé. C'est avec un grand respect, une grande émotion que nous devons les regarder, et c'est pour cela, c'est parce que j'ai vu ce peuple se lever, et c'est parce que du coup j'avais confiance en ce peuple, que j'ai pris le risque de me rendre à Dakar